Donc là, on se retrouve pour un tips où Aline va nous partager 10 clés pour se réconcilier avec son alimentation. Pour rappel, le principe des tips, qu'est-ce que c'est? C'est une femme de santé qui vient parler de son expertise, d'un sujet qui peut nous aider à monter en compétences, en connaissances. Donc c'est sur un format de visioconférence qui a lieu à l'heure du déjeuner. Et c'est 15 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Juste pour vous présenter un petit peu Aline, c'est la fondatrice du coup d'Avisé, une initiative qui est engagée pour une approche globale de la santé où l'alimentation redevient un choix libre, respectueux des besoins, des envies et des capacités de chacun. Elle accompagne les entreprises, les établissements médico-sociaux et les acteurs de terrain à travers trois programmes. Euh, dit santé, Croque Santé et Manger mieux en EHPAD. Elle a aussi piloté le projet Les Bienfaisants. C'est une enquête nationale menée auprès de 745 résidents dans 48 EHPAD. Ce projet a donné lieu à un livre blanc qui propose des recommandations pour améliorer l'alimentation en institution. Elle est aussi engagée personnellement elle a écrit un livre, Je suis née aidante. C'est un récit qui met en lumière justement le rôle souvent invisible des aidants familiaux à tout âge de la vie. Et aujourd'hui, Aline, elle œuvre particulièrement sur la santé féminine, puisqu'elle accompagne les femmes pour se réconcilier avec leur alimentation, alléger la charge mentale liée au repas et se libérer de tous les diktats alimentaires. Je peux aussi ajouter qu'elle est conférencière et formatrice et qu'elle développe le Cercle Avisé, un réseau collaboratif dédié à l'invention collective de solutions numériques santé de demain. Je ne sais pas si je me trompe, Aline, si c'est bien ça. Mais ouais, donc c'est une femme qui fait plein de choses, qui a plein de casquettes. J'en profite aussi pour vous parler de notre prochain événement du collectif Femmes de Santé. On a un petit déj de networking qui est organisé le 10 mars à Paris Santé Campus. Donc, c'est à partir de 8h30. Et en fait, c'est nos femmes de santé qui viennent pitcher leurs projets. Donc là, elles vont pitcher leur projet sur un thème bien précis, c'est sur la prévention en santé pour alléger justement la charge mentale des femmes. Donc, je vous invite à venir nombreuses et nombreux à cet événement. Euh, je vais te laisser commencer, Aline. Je vous mettrai le lien d'invitation pour le 10 mars dans le chat si jamais vous voulez vous inscrire. Je t'en prie, Aline. Eh ben, merci Ambre, merci à Femmes de Santé de m'offrir cette opportunité. Alors c'est un sacré challenge pour moi de vous parler d'alimentation en 15 minutes, donc je vais essayer de tenir le challenge. Alors j'ai essayé de réunir ces 10 clés en quatre items. La première, c'est de changer votre regard. On parle souvent du mindset. Pourquoi? Parce que globalement, aujourd'hui, tout ce qu'on vous montre, on vous montre des choses qui sont un peu irréelles, en tout cas qui ne font pas partie de notre environnement quotidien. On voit plutôt des femmes minces, très bien maquillées, parfaites, qui sont en train de croquer des graines et de la salade verte. Mais même si ça commence à arriver dans nos écrans, on ne voit pas toujours vraiment la vraie vie des femmes. Et donc, il faut vraiment qu'on commence déjà par là à changer notre regard sur la femme en général et donc justement de ne pas commencer un nouveau régime par rapport à ce que vous voyez. Il faut vraiment que vous ayez en tête que votre corps, c'est votre ami. On a souvent tendance à oublier que ce corps-là, il est là pour nous faire vivre, voyager, travailler, aimer. Donc, pas de raison de le détester. Au contraire, il faut plutôt en faire un allié. Je prends souvent l'exemple de cette idée de la bonne patronne. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes manager d'équipe ou en tout cas patron d'entreprise. Voyez votre corps comme un collaborateur qui, si vous voulez qu'il donne le meilleur de lui-même, eh bien, il faut l'écouter, il faut être à son attention, il faut être bienveillant avec lui. Eh bien, c'est pareil par rapport à vous et votre corps. On ne prend pas soin de ce qu'on déteste. Donc, plus vous allez détester votre corps, plus vous allez lui en faire pâtir. Donc, il faut absolument s'accepter en tant qu'individu. On est tous différents et heureusement. Donc, n'essayez pas de vouloir ressembler à votre voisine ou à votre cousine ou à votre copine. On est tous différents. On a tous notre propre identité.
Le deuxième volet que je voulais voir avec vous, c'était d'abord de comprendre votre biologie. C'est ce qu'on appelle un peu votre garde du corps. Votre corps, il est là pour vous protéger. Nous sommes construits à la fois au niveau cérébral et au niveau corporel pour nous protéger du quotidien. Il n'est absolument pas programmé pour rentrer dans un taille de jean 36. Il est surtout là pour programmer à vous maintenir en vie, hein. Si le corps a des réactions face à des situations, dites-vous que ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est surtout pour vous protéger. Et quand je dis protéger, c'est aussi pour vous dire que, attention, quand on diabolise certains événements, enfin certains éléments qu'on peut voir à la télé ou dans les médias, par exemple le gras ou le sucre, hein, vous savez que ce sont deux éléments souvent qu'on vous dit, il ne faut pas en consommer. Le gras n'est pas un défaut. Le gras, on en a besoin pour notre thermorégulation, typiquement, mais aussi pour donner naissance à un futur enfant. C'est pour ça qu'on a souvent du gras de façon gynoïde, hein, au niveau de la culotte de cheval. Alors, bien évidemment, avec la ménopause, ça remonte un petit peu au niveau de l'abdomen, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler là. Mais dites-vous que cette structuration de gras, elle est là et c'est normal, elle fait partie de notre fonctionnement, de notre structuration. Idem pour le sucre. Le sucre, on en a besoin, c'est notre carburant, c'est ce qui nous donne de l'énergie tout au long de la journée. Donc, il faut arrêter de diaboliser ces deux éléments. Et dites-vous encore une fois que votre corps est là pour vous protéger face aux dangers. Donc, si vous ne mangez pas suffisamment, si vous êtes stressé quotidiennement, si vous vous infligez des choses, votre corps, lui, il est là pour vous protéger. Donc, il va penser que vous êtes en danger. Et donc, globalement, il va stocker pour justement prévenir d'un prochain danger. Le troisième élément que je voulais vous parler, c'est de décoder votre cerveau. Alors, je vais y passer un petit peu de temps parce que c'est le plus complexe, c'est votre tableau de bord. Tout d'abord, il y a deux événements qui se passent dans notre cerveau qui sont la faim et l'appétit. Alors, déjà, ne cherchez pas à contrôler vos sensations, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que le cerveau et le corps sont intimement liés. Le corps va réagir face à la faim, il va lui dire: oh, cerveau, j'ai faim, il faut que tu me donnes à manger. Donc, si vous avez faim et que vous dites: non, 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 j'ai faim, il ne faut pas que je mange, ben, c'est une peine que vous n'y arriverez jamais, hein. Donc, il faut écouter ces sensations de faim et y répondre. Donc, quand on vous dit ne mangez pas entre les repas, c'est une débilité profonde, puisque si votre corps a faim entre les repas, eh bien, il faut y répondre. Et bien le distinguer quand même de l'appétit. L'appétit, c'est quoi? Ben, c'est répondre à un moment de convivialité, à un collègue qui emmène des croissants le matin. Vous avez suffisamment pris le petit déjeuner, mais le croissant, il vous fait vraiment envie. Mais c'est aussi de répondre à des besoins émotionnels. Vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous venez de vous disputer avec votre mari. Oui, il y a pour certaines personnes où ça va plutôt bloquer l'appétit et pour d'autres, quand ça devient trop chronique, eh bien, ça va augmenter l'appétit et vous allez avoir potentiellement des compulsions alimentaires qui, bien évidemment, vont plutôt aller vers le chocolat, le gâteau, plutôt que les brocolis ou les haricots verts. Et ça, c'est normal, c'est physiologique. Nous sommes constitués comme ça. Donc, ne cherchez pas à combattre ça. Par contre, petit tips peut-être efficace, c'est posez-vous 5 secondes quand vous mangez. Posez-vous la question de: est-ce que je mange le chocolat par habitude? Est-ce que je le mange parce que j'ai faim, parce que je réponds à un besoin, parce que je me sens mieux quand je mange mon carré de chocolat? Voilà, posez-vous 5 secondes pour essayer de comprendre un petit peu quels sont vos comportements alimentaires face à vos sensations. Le sixième tips que je peux vous donner, c'est d'arriver à déconstruire vos croyances. Aujourd'hui, nous sommes éduqués, habitués, acculturés de dire que le chocolat fait grossir, qu'on ne doit pas manger entre les repas, qu'on doit absolument finir son assiette, sinon on n'aura pas droit au dessert. Ça fait partie de notre ancrage culturel et éducatif. Peut-être que vous en avez eu d'autres éducations de par vos parents, mais alimentés bien évidemment par les injonctions perpétuelles qu'on voit dans les magazines, à la télé, dans les réseaux sociaux. Ce système 1, c'est celui qui est ancré dans votre cerveau et c'est celui qui va être le plus dur à déconstruire parce qu'il est tellement ancré en vous que vous y croyez impérativement. Donc, si moi, là, aujourd'hui, je vous dis que le chocolat ne fait pas grossir, je suis en train d'activer votre système 2, c'est-à-dire le système qui émane de l'apprentissage, de la réflexion, qui manque de beaucoup d'énergie, hein. C'est à chaque fois, vous allez vous dire: ah oui, Aline, elle m'a dit que je pouvais manger du chocolat, que ça ne fait pas grossir. Oui, mais bon, je pense quand même que le chocolat fait grossir. Bref, donc ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est tout le travail qu'on mène, nous, en tant que diététiciens, hein, c'est d'arriver à déconstruire les croyances ancrées depuis très longtemps. C'est pas simple parce que pourquoi? Ces deux systèmes sont en parfaite confrontation. Donc, ça crée de la culpabilité, ça crée de la frustration et globalement, ça crée de la compulsion alimentaire.
Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de passer à l'action, mais en version douce, parce que l'action, c'est aussi votre carburant, et le principal carburant, c'est le sommeil. C'est votre premier levier. Un corps qui n'est pas reposé, un corps qui est complètement stressé, eh bien, c'est un corps qui a du mal à lâcher prise, et surtout à lâcher tout ce qu'on peut vous raconter de façon perpétuelle sur les réseaux sociaux. Donc, tenez compte quand même de ce sommeil. Si vous avez un sommeil chaotique, un peu perturbé, ça peut arriver de façon aiguë. Quand ça devient chronique, eh bien forcément, ça a des répercussions sur votre corps. Et donc, on est moins sensible aux sensations, on a plus tendance à grignoter, forcément, parce qu'un corps stressé, fatigué, eh ben, il a envie de sucre. Et ça, c'est complètement normal. Donc, plutôt que d'aller à l'encontre de cette envie de sucre, cherchez plutôt la cause de pourquoi vous avez envie du sucre et traitez la cause. Le huitième tip que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le plaisir est un nutriment. J'en ai ras-le-bol qu'on parle de protéines, lipides, glucides. Ça ne vous apporte aucune indication. Par contre, le plaisir, là, oui, lui, il apporte un vrai indicateur. Donc, oui, pour l'assiette de gauche, c'est une assiette colorée qui vous donne normalement peut-être envie, qui est plein de bons produits, effectivement, qui sont attrayants, mais on mange avant tout avec plaisir. Donc, l'assiette de droite, elle est aussi autorisée. Dites-vous qu'il n'y a pas d'aliments interdits, que tout est question, bien évidemment, d'équilibre entre l'envie, la capacité et d'écouter vos sensations quotidiennes. Ensuite, je vous dirais que le mouvement n'est pas une punition. On ne va pas faire 10 km de marche, de randonnée ou de marathon parce qu'on a trop mangé au repas de Noël de la veille. Ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. On bouge pour se faire du bien, pour ressentir son corps. Effectivement, il faut bouger, ça c'est évident. Il faut bouger tous les jours. Ça ne sert à rien de faire 1 heure de sport à la salle sur un tapis de course une fois par semaine. La régularité, c'est ce qui sera bénéfique pour vous. Donc, ne payez pas de vos excès pour aller dans une salle de sport. Économisez votre argent, marchez, dansez, jardinez, bricolez, bref, faites ce qui vous plaît. Ça peut être des choses toutes simples, mais plutôt réguliers au quotidien. Et enfin, dernier tips, c'est la règle d'or des petits pas. N'essayez pas de tout vouloir révolutionner dans votre quotidien. Il faut y aller étape par étape. Moi, j'ai dit toujours que pour réussir finalement à accompagner du changement, je ne dis pas forcément chambouler, changer les comportements, mais en tout cas accompagner le changement, il faut associer à la fois envie et capacité. Donc ça, c'est un combo gagnant dans le sens où l'envie, c'est ce qui va vous donner envie de passer à table, de préparer un repas, d'acheter des légumes, d'acheter des fruits. Et la capacité, c'est aussi votre capacité, hein. On est tous fatigués d'une journée. Parfois, on a la flemme de faire à manger le soir parce qu'on en a ras la casquette et que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est des pâtes. Il faut l'accepter, c'est pas grave. Voilà, donc c'est trouver effectivement cet équilibre. Donc, une action suffise par rapport à ces petits tips. Il y a peut-être une action que vous pouvez mettre en place. Testez-la pendant quelques jours, voyez ce que vous ressentez au quotidien, et ça sera déjà une belle étape dans les changements de comportement. Et j'insisterai sur cette phrase, n'oubliez pas que la santé, elle est mentale, physique et sociale. Si vous entreprenez un changement qui vient modifier négativement un de ces piliers, c'est que ça ne marchera pas sur le long terme. Donc, vous privez de sortie avec vos copines parce que vous faites un régime, ça ne marchera pas sur le long terme. Si vous vous infligez de supprimer tel et tel aliment parce que vous pensez que ça vous fait grossir, eh bien vous touchez au mental, ça ne marchera pas dans la durée. Voilà, donc ayez bien en tête cette phrase, elle est hyper importante à chaque fois que vous entreprenez quelque chose. Il faut que ça soit positif pour les 3 éléments. Je me permets, je suis sûre que j'ai encore quelques minutes pour vous parler. Donc aujourd'hui, alors, je suis loin d'être une influenceuse, hein. Je commence tout juste sur les réseaux sociaux d'Instagram. On commence à être une petite communauté de diététiciens à justement essayer de porter un regard un peu différent de l'alimentation. Donc je suis sur Instagram, n'hésitez pas à scanner le QR code où vous retrouverez bien évidemment un petit peu tout ce que je propose en termes de solutions. Et si vous le voulez, si vous voulez aller un peu plus loin pour que uniquement 15 minutes et 15 minutes de questions-réponses, sachez que j'organise une masterclass. C'est jeudi prochain à 12h30 aussi en visio. Il suffit de scanner le QR code ici où on va parler un peu plus longuement de tout ce que je viens de vous parler. Donc, une petite masterclass sur comment vous libérer du contrôle et retrouver le plaisir de manger sans culpabilité en 90 jours. Voilà, et je vous laisse du temps, largement du temps, pour répondre à toutes vos questions. Voilà. S'il y a des questions.
Oui, je crois qu'il y a Virginie qui lève la main. Oui. Merci Aline pour ces tips où on réalise que on va le faire petit à petit. J'ai une question. Comment toi, tu es maman? Oui. Ouais. Comment t'organises concrètement un repas quand personne n'aime la même chose? Pour t'organiser à aller faire les courses et du coup préparer pas un mais plusieurs repas pour que tout le monde ait du plaisir à manger. Parce qu'il y en a un qui digère pas si, l'autre, donc chacun, voilà. Est-ce que tu as des conseils pareils? On a très peu de temps, mais peut-être que tu l'aborderas dans ta masterclass ou autre. Mais comme ça, voilà, qui peuvent déjà me nourrir, entre guillemets, pour comprendre comment arriver à mieux faire. Mm. Voilà. Alors, c'est sûr, quand on a une famille qui ne mange pas tous la même chose, c'est pas simple. Et souvent, c'est à la charge de la maman de structurer, organiser, faire les courses, de dire, voilà, il faut que ça convienne à tout le monde. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, c'est de travailler ensemble des menus. Alors, ça peut paraître fastidieux comme ça, en se disant, oh là là, il faut que je prenne un temps. Mais souvent, on gagne énormément de temps, où on se pose tous peut-être en famille autour de la table et on essaie de construire le menu de la semaine. Parce que déjà, ça permet de faire les courses pour la semaine, de pas se poser la question le soir quand on rentre du boulot, de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire à manger? Parce que généralement, ça se termine souvent en plat de pâtes parce que ça convient à toute la famille finalement. Donc, c'est de trouver des compromis aussi, c'est malgré tout essayer d'éduquer aussi les uns et les autres qui pourraient potentiellement ne pas aimer tel et tel aliment et de se dire, ben, peut-être que tu aimes pas parce que la façon dont je les prépare, ça convient pas. Parce qu'on a aussi une culture dans l'esprit régime de dire les légumes, on doit les faire cuits à la vapeur, sans matière grasse, sans rien. Mais en fait, des légumes, par exemple, moi, j'ai une fille, il y a des légumes, si je mets pas une pointe de ketchup dessus, elle les mange pas. Bah, voilà, bah, donc, du coup, elle mange des légumes avec du ketchup. Donc, il faut trouver des astuces aussi pour qu'on n'ait pas 15 menus à faire aussi pour toute la famille. C'est aussi peut-être d'impliquer les enfants, le mari, hein, dans la préparation des repas du soir. C'est aussi trouver un équilibre là-dessus. Et puis maintenant, voilà, je pense que Internet regorge quand même de recettes suffisamment diverses et variées pour arriver à trouver des menus qui puissent convenir un petit peu à tout le monde. Mais moi, je conseille vraiment de les faire en amont, tous ensemble, pour que vous fassiez vos courses en amont et que le soir, ça soit pas le casse-tête. Et puis, dernier truc, c'est déculpabiliser. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive parfois de manger 2 soirs de suite des pâtes ou un coup des pâtes à la tomate, le lendemain des pâtes à la crème, parce que bah voilà, c'est l'effet de circonstance. On a des déplacements. On a des réunions qu'on finit tard, on n'a pas forcément anticipé. C'est pas grave, on déculpabilise et on mange mieux, ou en tout cas, on mange peut-être plus de légumes et de fruits le week-end, mais voilà, il faut arriver à déculpabiliser. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, Oui. Aline. Je voudrais revenir sur ce que tu disais. Oh, j'ai pas levé la main. Pardon, je suis mal élevé. Pardon, je vois Laetitia qui lève la main et j'ai pas levé la main. Pardon, Laetitia, je te laisse ta place. Non, alors, il y a des hommes qui font les courses, hein, quand même. Voilà, ça existe. C'est facile à dire, je suis le seul. Enfin, présent là aujourd'hui. Non, je voudrais revenir sur un point que tu as abordé, qui est le sommeil. Mm. Euh, Enfin, oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui dans les conseils que tu peux donner aux gens, juste au-delà de ce que tu as dit tout à l'heure assez rapidement, allier le sommeil et avec tout ce que tu viens de dire? Je suis Alors, directement concerné, donc je suis très ouais. intéressé. Alors, après, il faut faire attention, hein. Là aussi, il y a beaucoup de croyances que, il faut dormir absolument 8, 10 heures par nuit. Il y a des gens qui vivent très bien en dormant juste 5, 6 heures par nuit parce que c'est leur physiologie qui est comme ça, c'est l'horloge biologique qui fonctionne comme ça. Ce qui fait quand ça devient euh, à risque, on va dire, pour la santé, c'est quand on se réveille le matin, qu'on est exténué, qu'on ne tient pas, qu'on a on sent que ça pèse sur notre mental, sur notre physique, etc. Euh, alors, je crois qu'il y a eu un tips hein, d'ailleurs sur le sommeil au sein du collectif de femmes de santé. Mais déjà, faut trouver le bon rythme pour soi. Alors, souvent, ce qu'on conseille, mais ça encore une fois, il faut que ça soit euh,
ça puisse rentrer dans votre organisation, c'est de ne pas manger trop tard. On recommande en tout cas de manger plutôt autour de 19h, 20h. Surtout, voilà, si vous allez vous coucher même à 22, 23, minuit. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même laisser le temps à l'organisme de pouvoir prendre du temps de digestion, etc. Donc, pas manger trop tard si c'est possible. Ou si vous mangez très tard, effectivement, de limiter tout ce qui pourrait engendrer un trouble du sommeil. C'est-à-dire de l'alcool, un repas un peu trop riche en graisse, trop salé, qui pourrait justement engendrer de la soif. Donc voilà, quelque chose qui soit plus simple à consommer et à digérer. Après, c'est de la gestion du stress. Donc la gestion du stress, ça passe par effectivement, si vous aimez faire du sport quotidiennement, donc il faut bouger quotidiennement, ça aide effectivement à l'endormissement. Éviter les écrans, les téléphones, enfin toute source de stress qui pourrait être engendrée avant d'aller se coucher. Voilà, donc il y a plein de petites astuces, mais c'est personne dépendante, quoi, puisque le trouble du sommeil, il peut être de multiples raisons. Il y en a qui font de l'apnée du sommeil, par exemple, aussi. On le retrouve parfois chez les femmes après ménopause. L'apnée du sommeil, ça peut être une des causes aussi du trouble du sommeil. Donc, Laetitia, qui a levé la main. Oui, merci Aline. Moi, je cuisine plutôt sainement, j'ai l'impression. J'ai la chance d'avoir un grand garçon qui cuisine, qui adore voilà. cuisiner. Ouais, c'est génial. Et qui adore les légumes. Voilà, on fait plein de tians, des poêlés, des ratatouilles. Enfin, c'est vraiment une chance. Bon, il cuisine les pâtes aussi, hein, mais voilà. En Eh oui. revanche, on a un vrai sujet chez moi, c'est le pain. Ouais. Et j'essaye de m'en passer. Mais je suis hyper gourmande, j'adore le fromage, donc j'achète du pain. Tu vois, pour des apéros, je rachète du pain, je tartine. Voilà, mon problème, il est vraiment lié à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme recommandation quand on mange du pain beaucoup? Déjà, j'ai essayé de varier avec des pains complets ou des pains aux céréales. Enfin, c'est quoi ta recommandation pour pas manger trop de pain qui gonfle et qui est plein de gluten et plein de sucre, quoi? Alors, en fait, justement, là aussi, ça fait partie certainement de ton système 1, basé sur la croyance que le pain est mauvais pour la santé, qu'il fait grossir, qu'il a du gluten et que globalement, peut-être qu'il est difficile à digérer ou pas. Hormis si tu as une maladie cœliaque ou vraiment une sensibilité au gluten, je te dirais oui, il faut faire attention à pas trop consommer de gluten. Mais s'il n'y a pas de problématiques particulières par rapport à ce gluten qui pourrait être un peu embêtant d'un point de vue digestif, il n'y a pas de raison de diminuer la quantité de pain. Moi, alors pour le coup, Laetitia, j'adore le pain. Ouais. Moi, quand je vais au resto, qu'il y a une barquette de pain, j'ai toujours tendance à le picorer, à le manger avant que le repas arrive. Alors, j'essaye de me restreindre, non pas parce que je me dis que le pain fait grossir, c'est juste parce que je me dis c'est dommage de se goinfrer de pain et de Oui, ne pas oui. profiter du repas d'après. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment d'être attentif à tes sensations. C'est-à-dire que si tu aimes le pain, faut pas s'en limiter parce que, encore une fois, hein, ton corps, il va te dire ouais, mais moi, Laetitia, moi, j'adore le pain, alors me limite pas parce qu'en fait, le risque, c'est comme s'interdire de manger du fromage, de manger du chocolat, c'est quand vous allez en avoir en accès libre, entre guillemets, de toute façon, vous allez en manger plus parce que le corps va se dire ouais, mais vu qu'elle m'en donne pas tout le temps, quand je vais en manger plus que de raison parce qu'au moins, j'aurai ma ration de pain dont j'avais envie, quoi. Vaut mieux, en fait, se l'autoriser tout le temps, mais raisonnablement, parce que le corps, il sait être raisonnable si on l'écoute, plutôt que de se l'interdire et de s'en créer une frustration et une compulsion, et que le moment où tu vas te retrouver, effectivement, chez le boulanger avec un pain bien frais et la baguette dans la main, tu vas avoir tendance à la manger en entière, quoi. Et c'est lesquels que tu recommanderais? Parce qu'en fait, c'est pas trop le pain en lui-même que j'aime, c'est Ouais. tartiner. Ouais. Pour être Mais très bien sûr. honnête, ou c'est Mais oui. accompagner mon pain avec, voilà. Donc Ouais. clairement. Mais du coup, Ouais. tu vois, pour continuer, j'ai pas dit que je voulais arrêter complètement le pain, mais Ouais. si je continue à tartiner du beurre salé, du fromage et compagnie, qu'est-ce qui te paraît peut-être à ce moment-là une recommandation, une préférence, quoi? Alors, je vais te poser une autre question, Laetitia. Ouais. Quel pain tu aimes? Mais tout, enfin les pains noirs, j'adore, les pains aux céréales. Et J'essaye voilà. de les faire moi-même, c'est pour te dire, avec des graines, et ça Parfait. ça pose pas de problème. Bon, Parfait. il est évidemment moins bon que chez le boulanger, mais ouais. Non, mais en fait, il faut vraiment jouer sur l'aliment plaisir. Si c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai des copines qui adorent la baguette traditionnelle, là, le croustillant de la baguette blanche.
bah, je ne vais pas leur dire manger du pain de seigle noir si elles détestent ça. Donc, il faut vraiment. Alors, bien sûr qu'évidemment, la baguette complète aux céréales, elle est meilleure dans le sens où elle est plus riche en fibres, donc elle va être plus rassasiante et donc elle va vous éviter d'en manger plus que la baguette blanche qui, elle, va réagir un peu comme un sucre rapide. Ok. Mais si, voilà, donc ça, c'est sûr que c'est une évidence. Après, tu m'aurais dit, j'adore la baguette blanche et c'est vraiment celle que je préfère. Bah, je t'aurais dit, bah, mange de la baguette Ouais. blanche. Voilà. Non, non, c'est pas celle que je préfère. Je Bon, te et dis, bah voilà, bah, c'est tant ok. mieux. Merci beaucoup. Merci, Et de Aline. rien. Du Il coup, y il a y a Lucie aussi Lucie. qui a levé la Oui. main. Oui, merci. Je me demandais si il y avait un poids de forme euh, qui fait que, enfin voilà, a priori, si on fait des régimes ou même si on prend du poids temporairement, on revient plus ou moins à ce poids-là. Et est-ce que ce poids peut faire des grosses variations en fonction d'événements de vie, du coup? Enfin, moi, ça a été mon cas, notamment. Mm. Voilà, enfin, du coup, je me demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup, entre guillemets, que je me lance dans des régimes, ou est-ce que c'est mon poids, voilà, c'est le poids que je dois accepter pour cette phase de ma vie. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Non, non, c'est très clair. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je décris en fait les régimes minceurs qu'on peut voir à la télé, parce que déjà, on acculture dans l'esprit des gens qu'il faut être mince pour être en bonne santé, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a des gens minces qui sont en très mauvaise santé, et il y a des gens avec un léger surpoids qui sont en parfaite santé, qui ont des bilans biologiques très bons. Donc le poids n'est pas un indicateur de santé. Il faut bien l'avoir en tête. Et deuxièmement, effectivement, quand on a tendance à faire trop de régimes, on a ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et il y a un effet mémoire de l'organisme qui fait qu'à un moment donné, vous avez tellement martyrisé votre corps que lui, il arrive à un poids de seuil où il ne pourra plus aller en dessous. Et ça peut arriver notamment en phase de ménopause, hein, où le corps se transforme d'un point de vue métabolique et hormonalement parlant. Et là où effectivement, à un moment donné, bah, il ne faut pas se battre contre le fonctionnement de son propre corps. On ne pourra pas aller en dessous. Encore une fois, ayez en tête que souvent, on va aller chercher un poids idéal, mais pour en faire pâtir son quotidien. C'est-à-dire que ben, ça veut dire qu'il faut se restreindre tout le temps. On refuse des sorties sociales parce qu'en fait, on veut atteindre tellement ce poids idéalisé. Ça nous oblige potentiellement à faire certaines choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, du coup, la motivation, ben, ça ne tient pas. Et on pense qu'on va être plus heureuse avec 3-4 kilos en moins, alors qu'en fait, ça met en péril finalement sa santé au sens global. Donc ayez toujours en tête de dire quel est mon objectif? Pourquoi je vais rechercher cette perte de poids? Si c'est vital dans le sens, oui, j'ai des problèmes de santé, ça impacte mon dos, j'ai des problèmes d'articulaire, j'ai des problèmes de sommeil, je fais de l'apnée, etc. Oui, par contre, si c'est entre guillemets plus esthétique, posez-vous la question si ça vaut le coup. Voilà. Mais oui, il y a un poids il y a un poids de forme de mémoire qui, surtout chez les femmes qui ont fait beaucoup de régimes, qui parfois est plus augmenté que le poids de forme de base. Ça peut arriver. Et bah, merci Aline. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, il est 13 h. Je pense que il y a tout le monde qui a peut-être d'autres choses de prévues après. Donc, merci beaucoup Aline pour ton intervention. C'était super intéressant. Et Ben, merci merci à à vous. toutes et tous pour votre participation. Merci à vous. Bon appétit du Merci coup. beaucoup. Merci Au beaucoup. Bon revoir. appétit. Bonne journée à Au tous. revoir. Bonne journée, merci Au Aline. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.